Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Romy, Émilie et Doron, 3 prénoms symboles de la liberté retrouvée après des mois de captivité. Ces 3 jeunes femmes israéliennes ont été relâchées par les terroristes du Hamas hier soir, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Immense soulagement pour leurs familles. Libération saluée également par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je demande un salut dédié à Romy, Doron, Émilie. Une nation entière vous accueille. Bienvenue chez vous. Je sais, nous le savons tous, vous revenez de l'enfer, des ténèbres vers la lumière, de l'esclavage à la liberté. Et ce moment a été possible grâce au sacrifice et à la lutte de nos héroïques combattants. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors l'accord prévoit la libération de 30 otages supplémentaires. Première phase qui doit durer 6 semaines. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Première nuit de liberté après 471 jours de captivité pour Romy Gonen, Doron Steinbecher et Émilie Damari. Les 3 jeunes femmes libérées hier en fin d'après-midi séjournent dans un hôpital des environs de Tel Aviv où elles devront subir une série d'examens médicaux. Pour l'heure, leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude particulière et il leur permet, selon les termes des médecins, de se concentrer sur ce qui compte le plus, les retrouvailles avec leurs proches. Des images de ces retrouvailles ont été autorisées à la diffusion par les familles et elles ont ému chaque Israélien. Débute maintenant pour les 3 anciennes otages une longue période de soins et de réhabilitation tant physique que psychologique. Les prochaines libérations d'otages sont prévues pour samedi, selon les termes de l'accord conclu la semaine dernière au Qatar. Le Hamas s'engage à libérer 30 otages supplémentaires au cours de la période de 42 jours de trêve des combats qui a débuté hier dans la matinée. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1. Et Israël, de ce côté, a relâché 90 prisonniers palestiniens détenus sur son sol. Et c'est l'autre événement de ce lundi, l'investiture de Donald Trump ce soir. Il sera fait 47e président des États-Unis. Un Donald Trump déterminé à renverser la table. On en a eu un aperçu hier soir à l'occasion de son dernier meeting avant investiture. Nous allons rebâtir les États-Unis, dit celui qui promet d'agir avec une force et une vitesse sans précédent contre ce qu'il nomme l'invasion migratoire et l'idéologie woke. Et nous allons enfin mettre un terme à l'immigration illégale. Nous ne serons pas envahis, nous ne serons pas occupés, nous ne serons pas débordés, nous ne serons pas attaqués. Nous allons être libres et fiers dès demain, midi, tapante. Mais Donald Trump veut aller vite, il devra quand même attendre d'être officiellement investi autour de 17h30. Heure française, cérémonie officielle de prestation de serment et discours inaugural, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du Capitole. Météo polaire oblige. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Washington. Vous avez suivi le meeting de la victoire hier soir. Vous allez suivre la cérémonie d'investiture cet après-midi. Les partisans de Donald Trump sont annoncés très nombreux une fois de plus. Oui, au total, quelques 200 000 de ses soutiens sont attendus à Washington aujourd'hui. Dans les rues de la capitale fédérale à majorité démocrate, hier, on pouvait voir de nombreuses casquettes « Make America Great Again », le slogan de Donald Trump. Ronald a attendu plus de 7 heures pour assister au meeting de son champion. Pour moi, c'est un événement historique. On est là pour soutenir le président Trump et ce pourquoi il se bat. C'est un président et un homme proche du peuple américain. Il veut faire prospérer ce pays et le rendre plus sûr. Alors il est venu du Mississippi, lui, pour participer à ce week-end, malgré le chamboulement du programme officiel, alors que la prestation de serment, vous le disiez Christophe, aura exceptionnellement lieu à l'intérieur, dans la rotonde du Capitole. Cérémonie prévue à 11h30 heure locale. Carrie n'attend qu'une chose, que Donald Trump prenne ses premières mesures. J'espère vraiment qu'il rende sa grandeur à l'Amérique, qu'il s'occupe d'abord des Américains, qu'il renforce nos frontières et protège nos droits sur la liberté d'expression, le port d'armes et le droit de se rassembler. Une prestation de serment tout à l'heure qui sera suivie d'un discours inaugural. L'occasion justement pour Donald Trump de donner les premières grandes lignes de sa politique. Lui qui pourrait même signer ses premiers décrets dans la salle présidentielle du Capitole. Et puis, après le déjeuner d'investiture, il donnera le coup d'envoi du défilé militaire qui doit rejoindre la Maison-Blanche. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Washington. On vous retrouve, Wilfried, dans le journal de 8h. Donald Trump qui place donc ce second mandat sous le signe du volontarisme. On l'a
entendu, il va prendre une série de décrets dès son installation à la Maison-Blanche avec quelques priorités bien définies. Caroline Baudry. Le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine, c'est la promesse électorale phare de Donald Trump qu'il présente comme sa priorité, faire appel aux militaires pour renvoyer les 11 millions de migrants illégaux des États-Unis. Le président élu veut aussi mettre fin au droit du sol qu'il juge ridicule, même s'il est garanti dans la Constitution. Son slogan « America First », l'Amérique d'abord, devrait se traduire par 25% de taxes sur les produits importés du Mexique et du Canada, 60% pour ceux venus de Chine. L'extraction d'énergie fossile sera dopée, les aides à l'achat d'une voiture électrique rabotées. Enfin, le conservateur veut mettre un terme, je cite, au délire transgenre d'un simple trait de plume. Comprenez la signature de décret présidentiel. Dès aujourd'hui, il y en aurait tant qu'il évoque l'idée d'installer un petit bureau au Capitole pour s'asseoir et les paraffer au plus vite. Caroline Baudry. Cette journée exceptionnelle américaine, elle sera à vivre évidemment en direct dès 18h sur Europe 1 et CNews dans un punchline d'exception avec Laurence Ferrari pour vivre en direct donc cette prestation de serment de Donald Trump. Pour l'heure, 7h06, l'actu en France, lourde défaite pour la France insoumise hier à l'occasion d'une législative partielle en Isère. La candidate macroniste Camille Galliard-Mignet l'emporte au second tour avec un tout petit peu plus de 64% des voix contre seulement 35% pour l'insoumis Lies Loufoque. Scrutin marqué par une très forte abstention. Moins d'un électeur sur deux s'est déplacé. Et puis dans le Gard, le mystère de la joggeuse violemment agressée dans un parc est partiellement levé. Un suspect mis en examen écroué dans cette affaire. L'homme de 25 ans suivi pour troubles psychiatriques a reconnu les faits. L'état de santé de la victime, frappée de plusieurs coups de couteau, s'est aujourd'hui stabilisé. On a beaucoup parlé de la baisse des prix de l'électricité au 1er février. Le prix du gaz, à l'inverse, lui, continue d'augmenter. Et depuis le 1er janvier, son prix ne cesse effectivement de grimper entre 45 et 50 euros le mégawattheure, conséquence d'une décision de la Russie. Moscou a en effet fermé le robinet du gazoduc qui alimentait l'Ukraine. Brio Bochet. Depuis le 1er janvier, la Russie ne fait plus transiter de gaz vers l'Europe via les gazoducs ukrainiens. Le contrat entre Kiev et Moscou qui permettait ces livraisons a pris fin. Et même si l'Europe a fortement réduit sa dépendance au gaz russe depuis le début de la guerre, cette coupure représente une perte importante selon Thierry Brosse, spécialiste de l'énergie. On a perdu 4% de nos approvisionnements. Donc il faut les remplacer. Si vous perdez 4% et que vous devez aller les chercher ailleurs, eh bien à ce moment-là, vous allez devoir avoir un impact sur les prix, faire monter les prix pour pouvoir attirer ces volumes supplémentaires. L'autre facteur qui fait monter les prix, c'est la météo. En plus de la vague de froid, l'absence de vent et de soleil empêche l'utilisation d'énergies alternatives. Résultat, les stocks européens de gaz sont à un niveau historiquement bas pour un mois de janvier. L'augmentation du prix du gaz, elle, se répercute progressivement sur la facture, plus 4% en l'espace d'un mois pour les consommateurs français. Brieux Bochet du service économie d'Europe 1. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09.